La petite fille blonde aux yeux clairs pleurait dans le jardin, ses cheveux lisses agités par le vent, comme si celui-ci tentait de la consoler. Elle serrait le vide entre ses deux mains, comme quelqu'un qui étreint un fantôme de tissu. Sa poupée lui manquait contre sa poitrine, et avec elle manquait le seul pont qu'elle avait vers le baiser tiède et lointain de sa mère. « S'il te plaît, maman, rends-moi ma poupée » implora-t-elle à la femme blonde, qui, perchée sur ses talons hauts, gardait le menton levé et le regard dur, comme si cette supplication n'était qu'un désagrément domestique. La belle-mère, avec la froideur de quelqu'un qui range des tiroirs, affirma qu'un tel jouet ne faisait qu'encourager les enfantillages, que la petite devait apprendre à grandir et oublier, et que certains souvenirs ne faisaient que retarder la vie. Du portail, un homme blond surgit en courant. Sa veste claire dérangée par son pas pressé, le visage marqué par la surprise et par une sorte d'indignation qui pousse le corps vers l'avant. C était un millionnaire connu pour ses œuvres discrètes et ses gestes fermes, quelqu'un dont la ville parlait sans jamais en savoir assez. Il s'arrêta à côté de la fillette et la soutint avec le soin qu'on a pour ce qui s'est déjà brisé une fois et ne peut, pour rien au monde, se briser à nouveau. Il ne posa pas beaucoup de questions, ne fit pas de discours. Il fit simplement une demande directe à la belle-mère qu'elle rende la poupée. Le silence dura une respiration entière, jusqu'à ce que la femme, avec dédain, place le jouet dans les mains de l'enfant, non sans murmurer auparavant que ce n'était que pour aujourd'hui, car demain les choses changeraient définitivement. L'homme comprit qu'il y avait là quelque chose de plus grand qu'un caprice, quelque chose qui impliquait le passé, l'amour et l'identité, et décida de ne pas se retirer. La poupée était blonde comme sa propriétaire. Elle portait une robe de coton un peu usée, un ruban pâle à la taille et, secret que peu remarquaient, une petite couture discrète dans l'ourlet de la jupe. Quand la fillette, elle, étreignit à nouveau, le millionnaire eut un sursaut intime, un souvenir qui traverse les années. Il se rappelait avoir vu cette couture, une fois, dans un couloir d'hôpital, entre des mains délicates qui faisaient du geste de coudre une promesse silencieuse. La mère de la fillette, il le savait bien, était une personne entièrement faite de tels gestes. Elle n'était plus là pour défendre le cadeau qu'elle avait offert, mais elle avait laissé des signes. Le souvenir poussa l'homme à faire quelque chose qu'il n'avait pas planifié. Il demanda la permission à la petite de regarder l'ourlet de la robe. L'enfant acquiesça. L'homme, avec des doigts prudents, palpa la couture et perçut la rigidité d'un papier caché sous le fil. La belle-mère s'approcha avec le rire bref des alarmés et tenta de terminer la scène en disant que tout cela était une fantaisie, qu'il n'y avait rien d'autre que du tissu bon marché. Mais l'homme, sans exposition, sans fanfare, demanda que tout soit fait en présence d'une autre personne de la maison. La cuisinière, qui écoutait de loin les pleurs, fut appelée. Devant toutes les trois, avec de petits poings retirés et le tissu ouvert à l'extrémité, apparut une enveloppe pliée comme si c'était un secret attendant le bon moment. Elle, écriture subtile, ferme, était une voix venant d'un temps antérieur. La fillette reconnut la façon de dessiner les lettres. La mère, aimante et absente, écrivait pour un futur où sa fille pourrait entendre sans interruption. L'homme ne lut rien à voix haute. Il suggéra simplement que la fillette garde l'enveloppe, qu'elle devrait être ouverte avec tranquillité et avec quelqu'un qui l'aimerait entièrement. La belle-mère leva les yeux au ciel et dit que tout cela était inapproprié, que toucher à de telles choses ne ferait qu'alimenter la nostalgie. Le millionnaire répliqua avec le calme qui précède la décision. La nostalgie ne s'alimente pas. La nostalgie se respecte. Ce jour-là inaugura un changement dans la maison. À partir de là, la belle-mère intensifia le contrôle, comme si la découverte de l'enveloppe avait ouvert non seulement une couture, mais une fissure dans l'autorité qu'elle exerçait. Elle commença à chronométrer les horaires, retira les photographies de la mère biologique, enleva de la chambre le porte-photo avec le sourire d'été qui illuminait les nuits les plus difficiles. Elle dit que les souvenirs causaient du retard scolaire et que le sujet « mère » serait interdit à table. Elle parla de « évaluation psychologique », d'«
École plus stricte. D. Éduquée par les absences. La fillette se flétrit comme une fleur déplacée de son pot. L'homme apprit, par l'intermédiaire d'un ancien collègue de travail qui officiait maintenant comme conseiller scolaire, que l'enfant était qualifié de dispersé, mélancolique, attaché aux objets. Il n'accepta pas cette réponse facile. Il se mit à fréquenter discrètement les alentours de la vie de la fillette, le trottoir devant elle, école un fin d'après-midi, le banc du jardin les samedis, le coin de la glacerie, maintenant une distance respectueuse, mais suffisante pour faire comprendre qu'il était dans les parages. Il ne cherchait pas l'héroïsme, seulement le droit de s'interposer entre une volonté autoritaire et une mémoire qui avait besoin d'abri. Ce fut lors d'un de ces après-midi que la fillette, assise à côté de lui, ouvrit l'enveloppe. La lettre parlait de la première fois où elle avait tenu sa fille dans ses bras, de la peur que la vie soit trop brève pour enseigner toutes les chansons, et parlait de tous les lieux qu'elles avaient un jour découverts ensemble sur la carte au-dessus du lit. Elle parlait, principalement, de la poupée. « Si un jour on te dit que tu n'en as plus besoin, sache que je l'ai laissée avec des secrets d'avenir. » À l'intérieur se trouvait aussi la copie d'un certificat d'un petit compte d'épargne, ouvert depuis la naissance de la fillette, avec des dépôts minuscules mais persistants, destinés à ce que sa fille voudrait un jour étudier. C était le geste d'une mère qui avait planté des arbres avant de quitter l'ombre. Le millionnaire reconnut le nom de la banque, et quelque chose lui fit mal. Il savait que l'agence était dirigée par un parent de la belle-mère. La coïncidence alluma une alerte silencieuse. Il chercha alors le père de l'enfant, un homme fatigué par les longues journées qui, depuis son veuvage, vivait comme quelqu'un qui exécute des tâches essentielles en pilote automatique. Le père se méfia un instant, comme si voir son ami d'enfance à la porte était un miroir qu'il n'était pas prêt à affronter. L'amitié ancienne se rapprocha avec prudence, mais avec le type de loyauté que la poussière du temps n'efface pas, seulement cache. Dans une conversation à la pénombre du salon, le millionnaire montra la lettre et parla du compte. Le père, surpris, admit qu'il n'avait jamais été informé. La belle-mère avait pris sur elle l'organisation financière de la maison, argumentant qu'elle aiderait à tout mettre en ordre. Son expression, en entendant le mot « ordre », fut celle de quelqu'un qui se rend compte soudain que l'ordre de quelqu'un peut être le désordre d'un autre. Il prit courage et dit qu'il avait signé, des mois auparavant, des papiers pour faciliter l'inscription de sa fille dans une école disciplinaire. Parmi ces signatures se trouvait une autorisation temporaire et large pour que la belle-mère agisse comme responsable légale dans les questions scolaires et de santé. La signature était là, et était la sienne. La culpabilité est un poids qui plie la colonne vertébrale, et, à ce moment-là, le père courba presque le corps sur la table. Ensemble, ils décidèrent de consulter une avocate spécialisée dans les droits des enfants et adolescents. La professionnelle, sérieuse et patiente, expliqua que l'autorisation pouvait être révisée, que le compte d'épargne devrait être intact, et que l'interdiction de mention à la mère biologique caractérisait un type d'effacement émotionnel possible à discuter avec elle, école, et, si nécessaire, devant un juge. Elle demanda de la discrétion et la collecte d'informations. Elle conseilla au père de reprendre sa position active, d'enregistrer par écrit les horaires, les conversations, les absences forcées de la poupée, les tentatives de changer la routine de sa fille, sans consensus. Pendant qu'ils organisaient l'épreuve, la belle-mère prépara un coup qu'elle jugeait définitif. Elle emmena la fillette dans un salon, lui coupa les pointes dorées des cheveux et teignit quelques mèches d'un ton que l'enfant ne reconnut pas dans le miroir. Elle commenta, assez fort, qu'un notaire officialiserait bientôt un changement de nom, car C était meilleur pour l'avenir, et que du nom de famille de la mère ne resterait que le souvenir. La fillette, silencieuse, apprit aussi à enregistrer des choses. Les horaires où les photos furent retirées, les phrases placées comme ordre, les regards qui remplaçaient les câlins. Le conseiller scolaire, en parallèle, nota les changements d'humeur et les demandes de billets pour emmener la poupée aux présentations de lecture.
Le jour fixé pour l'audience de conciliation, la belle-mère arriva avec un dossier coloré de graphiques qui pointait une supposée chute de rendement, des rapports d'un spécialiste que personne ne connaissait bien et une demande d'inscription dans une école d'une autre ville, loin du cercle d'affection de la fillette. Le père tremblait à côté de son ami. La fillette serrait la poupée comme quelqu'un qui tient un petit phare. L'avocate demanda la parole. Elle présenta l'enveloppe cousue dans l'ourlet de la robe, la lettre de la mère, l'acte de naissance du compte des épargnes, l'historique de retraits inexistants, la relation des signatures collectées sans éclairage dû, les témoignages du conseiller scolaire, de la cuisinière, de la voisine qui avait entendu les ordres de silence, et un audio enregistré par la baby-sitter où la belle-mère orientait un rédacteur à monter un avis psychologique sans consultation, seulement avec des lignes générales pour servir l'argument du changement des écoles. La salle de conciliation, habituée aux versions qui s'attaquent, vit là quelque chose de différent. La construction patiente d'un récit qui rendait à l'enfant le droit d'avoir une histoire. La belle-mère pleura, et elle fut sincère, à la manière tordue de ceux qui confondent amour et domination. Elle dit qu'elle voulait seulement organiser ce qui lui semblait déranger, que la fillette devait être résiliente, que le monde ne donne pas d'espace aux nostalgies. Le juge écouta, respira profondément et, avec fermeté, annula l'autorisation large, rétablissant au père la centralité des décisions. Il détermina un accompagnement familial avec un professionnel sans lien avec aucun intéressé et, surtout, garantit par écrit le droit de la fillette à garder avec elle la poupée et la mémoire de sa mère. Il interdit tout processus de changement de nom sans audience spécifique et audition de l'enfant. La belle-mère, blessée dans sa propre image, recula pour élaborer de nouvelles formes de retenir le contrôle. Elle s'insinua dans Elles écoles avec des promesses de donation, tenta de se rapprocher de parents influents, répandit des murmures sur la supposée instabilité de la fillette. Le mouvement, cependant, rencontra un obstacle qu'elle n'avait pas prévu. Le millionnaire, éduqué et réservé, était aussi sponsor silencieux de bibliothèques et projets de lecture. Il n'utilisa pas son nom comme bouclier, il utilisa la méthode. Il appela le directeur, expliqua qu'il allait destiner des fonds à l'école, mais avec une condition simple et claire, valable pour tous les enfants, politique de mémoire affective. Poupées, photos, billets de personnes aimées ne seraient plus vus comme des obstacles pédagogiques, mais comme des supports d'identité. Le directeur, qui craignait déjà les décisions impulsives, accepta le programme. La fillette fleurit à un rythme qu'on ne voit pas dans les rapports, mais qu'on perçoit dans la façon dont elle fait son lit et redresse le nœud de ses cheveux. Elle commença à lire des extraits de la lettre de sa mère pour elle-même avant de dormir. Elle découvrit que sa mère avait laissé une liste de livres et une annotation finale. « Quand tu te sentiras sans voix, lise à voix haute. » Elle écrivit une rédaction pour l'école sur l'objet le plus important de ma vie et parla de la poupée sans citer de nom, mais décrivant l'ourlet cousu comme quelqu'un qui décrit une belle cicatrice. La professeure, touchée, accrocha le texte au tableau d'affichage. Un matin où la ville semblait faite de lumière claire, la belle-mère annonça qu'elle ferait un court voyage avec la fillette pour désintoxiquer de tant de souvenirs. Le père dit non. Sa voix ne trembla pas. Il montra la décision du juge et l'agenda d'accompagnement familial. La femme rit, dit que cela n'aurait pas d'avenir. Ce fut la première fois que la fillette vit son père tenir sa propre place avec des mains fermes. Il y eut une petite bataille silencieuse là, celle du geste qui dit « je suis », après avoir longtemps dit « j'essaie ». Le voyage n'eut pas lieu. La belle-mère, percevant la nouvelle fermeté, changea de stratégie. Elle chercha la presse locale, insinua que le millionnaire S était immiscé dans une affaire de famille par pur caprice, qu'il cherchait la publicité. La nouvelle, montée avec des coupures mal collées, faillit prendre.
Mais il suffit d'une visite discrète de l'homme à la rédaction pour qu'il soit clarifié qu'il finançait, sous contrat de confidentialité depuis des années, des projets qui ne portaient pas son nom. Le journal recula et publia un article sur l'importance de la préservation de l'histoire familiale dans la construction de l'estime de soi d'enfants endeuillés. La ville, pendant quelques jours, conversa sur cela. Certaines personnes commencèrent à sortir leurs propres photographies des tiroirs, à raconter aux petits-enfants des histoires qu'elles jugeaient trop douloureuses pour être racontées. Une nouvelle audience fut fixée, cette fois pour évaluer la demande de la belle-mère de changement d'école et de ville. Avant d'entrer dans la salle, le millionnaire reçut de son médecin un examen avec un résultat qui l'avait préoccupé des semaines. C était une frayeur, et seulement cela. Il sortit du cabinet médical avec le cœur plus léger et avec la certitude que certaines batailles ne demandent pas d'héroïsme, elles demandent de la constance. À l'audience, la fillette demanda à parler. Sa voix était petite, mais ferme. Elle dit qu'elle se souvenait de sa mère comme quelqu'un qui se souvient d'une odeur qu'on préfère garder et que la poupée l'aidait à étudier car, quand C était difficile, elle tenait la main de tissu et respirait mieux. Elle dit qu'elle aimait l'école, les camarades, l'horaire de la bibliothèque, et qu'elle ne voulait pas d'un lieu nouveau seulement parce que les adultes pensaient qu'oublier était un devoir. Le juge, après l'avoir écouté, rejeta le changement. La belle-mère pleura à nouveau, mais cette fois les pleurs ne vinrent pas avec des mesures pratiques, ils vinrent avec un vide. L'accompagnement familial lui pointa des portes qu'elle n'avait jamais ouvertes, une histoire ancienne de peur d'abandon, un carnet mental de normes pour éviter l'imprévu, la croyance que commander est la seule forme d'aimer. Le processus ne l'absolut pas de ce qu'elle avait fait, mais lui montra le retour possible, soigné sans effacer. À la fin d'un semestre, l'école organisa une exposition de lecture. La fillette s'inscrivit. Les gens s'installèrent dans le salon d'actes, l'air parfumé de vieux livres et de fleurs apportées par les grands-mères. L'enfant monta sur la petite scène, la poupée dans ses bras, et lut un extrait d'un des livres de la liste que sa mère avait laissé. Elle parla d'un bateau qui traverse une eau difficile et arrive à un port qu'on n'attendait pas, et de comment le marin apprend à accoster sans se heurter. Le père regardait avec les yeux pleins d'eau. À côté de lui, le millionnaire gardait les mains jointes, comme quelqu'un qui remercie pour quelque chose qu'il n'a pas contrôlé, seulement soutenu. La belle-mère, quelques places derrière, tenait un mouchoir. Son visage avait une autre géométrie, moins d'acier. Plus de questions. Après l'événement, la fillette demanda un morceau de gâteau et s'assit entre les deux hommes. Ils demandèrent ce qu'elle voulait de la vie quand elle grandirait. Elle, en riant, répondit que ce « quand nen » était pas encore maintenant, mais qu'elle voulait continuer à étudier, dessiner, prendre soin des choses que sa mère lui avait laissées, qui n étaient pas seulement des choses, c étaient des façons d'être. Elle voulait aussi se couper les cheveux par sa propre volonté, au lieu de voir des ciseaux décidés par d'autres. Les deux promiraient que sa vie n'aurait plus besoin d'être mesurée par la peur des adultes. Le millionnaire, alors, raconta un secret. Dans le couloir d'un hôpital d'années passées, la mère de la fillette l'avait aidé à prendre une décision importante, insistant que les donations anonymes pouvaient changer les destins. « Elle m'a appris à aider sans paraître, » dit-il. « Je lui devais cela, maintenant je dois moins. » Mais ce haine était pas tout. L'homme prit une profonde respiration et révéla quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. Dans ce couloir d'hôpital, la mère de la fillette ne l'avait pas seulement conseillé sur les donations, elle l'avait sauvé d'une décision qui aurait détruit sa vie. « J était au bord de quelque chose de terrible, » murmura-t-il, ses yeux fixés sur la fillette qui écoutait attentivement. « J'avais perdu tout espoir, toute raison de continuer. Ta mère, sans me connaître vraiment, a passé des heures à me parler. Elle m'a dit que parfois, on plante des graines sans savoir si on verra les fleurs, mais que c'est précisément cela qui rend l'acte si beau. » Il s'arrêta, la voix tremblant légèrement. « Elle m'a montré cette poupée qu'elle cousait pour toi et m'a expliqué qu'elle cachait des lettres dans l'ourlet, des promesses d'avenir.
Elle m'a dit, même si je ne suis pas là pour voir ma fille grandir, elle saura que je l'aimais. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'amour peut traverser le temps. La fillette serra plus fort sa poupée, sentant que ce moment changeait quelque chose de fondamental dans son monde. Le père, surpris par cette révélation, réalisa que le lien entre sa fille et cet homme était beaucoup plus profond qu'il ne l'avait imaginé. « Depuis ce jour, continua le millionnaire, j'ai promis à ta mère que si jamais tu avais besoin d'aide, je serais là, pas comme un héros, mais comme quelqu'un qui comprend la valeur de ce qu'elle t'a laissé. » La belle-mère, qui avait écouté cette conversation de loin, s'approcha lentement. Pour la première fois depuis des mois, son expression était différente. Il n'y avait plus de dureté dans ses yeux, mais quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je pensais que si elle oubliait, la douleur disparaîtrait aussi. » Le millionnaire la regarda avec gentillesse. La douleur ne disparaît pas en oubliant. Elle se transforme en amour quand on lui permet d'exister. Ce fut à ce moment que la fillette fit quelque chose d'inattendu. Elle se leva et marcha vers sa belle-mère, tenant toujours sa poupée. « Tu peux la tenir si tu veux, » dit-elle, simplement. La belle-mère regarda la poupée, puis la fillette, puis à nouveau la poupée. Ses mains tremblaient légèrement quand elle la prit. « Elle est très belle, » murmura-t-elle. « Ta maman avait beaucoup de goût. » C'était la première fois qu'elle mentionnait la mère biologique de manière positive. La fillette sourit, et dans ce sourire, il y avait quelque chose de lumineux qui semblait réchauffer tout l'espace autour d'eux. Le père, observant cette scène, sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Pendant des mois, il avait porté la culpabilité de ne pas avoir protégé sa fille, de ne pas avoir été assez fort. Maintenant, il voyait que parfois la force ne vient pas de l'isolement, mais de permettre aux autres d'aider. « Je pense, » dit-il doucement, « qu'il est temps de remettre les photos de sa mère dans sa chambre. » La belle-mère acquiesça, les larmes coulant librement maintenant. « Oui, » dit-elle, « il est temps. » La réponse ne vint pas en applaudissements. Elle vint en bon silence. L'homme blond proposa au père un travail dans une des entreprises qu'il administrait, avec un horaire qui permettait d'emmener et chercher sa fille les jours de lecture, et avec une clause de développement pour qu'il reprenne, petit à petit, la carrière qu'il avait abandonnée. Le père accepta, non comme une faveur, mais comme un chemin. La belle-mère, à son tour, fut invitée, non commandée, à participer aux sessions de famille de manière véritable. Le mot conditionnel sortit de scène. Entra soin. À la fin de cette année-là, le petit compte d'épargne, celui que la mère avait ouvert avec des dépôts minimes mais persistants, gagna de la compagnie. Le millionnaire, sans publicité, créa un fonds de bourse pour les enfants qui avaient perdu un de leurs parents et qui avaient, comme encre de vie, quelque objet d'affection. Il l'appela dans le contrat « Programme ourlet de jupe » en hommage à la couture qui avait gardé l'enveloppe. Le nom, même non dit en public, circulait comme un murmure entre bibliothécaires et professeurs, et chaque fois qu'un enfant arrivait avec un jouet vieux dans la main, quelqu'un souriait, la fillette grandit d'1 centimètre, puis d'un autre, et chaque centimètre fut un événement. Le jour où elle décida de couper les pointes de ses cheveux par elle-même et garda une mèche dans un livre. L'après-midi où elle prit la poupée pour secourir une camarade en crise et dit que ce souvenir ne retarde pas, cela donne un sol. La nuit où elle s'endormit avec la lettre de sa mère sous l'oreiller et rêva de pas léger de quelqu'un qui revient pour allumer la lumière du couloir. La belle-mère apprit à demander pardon. Elle apprit à s'asseoir par terre dans la chambre, là où la poussière du pouvoir n'atteint pas, et à écouter. Elle ne devint pas héroïne, mais cessa de concurrencer la défunte qui voulait seulement être rappelée avec des fleurs minimes. Le processus de guérison-haine était pas simple. Il y avait des jours où les anciens démons de contrôle de la belle-mère ressurgissaient, où elle sentait l'impulsion de tout organiser selon sa vision. Mais maintenant, elle avait des outils pour reconnaître ces moments et demander de l'aide.
Les sessions de thérapie familiale devinrent un espace sacré où chacun pouvait exprimer ses peurs sans jugement. La belle-mère découvrit que sa propre enfance, marquée par l'abandon et l'incertitude, l'avait menée à chercher la sécurité dans le contrôle absolu. Elle commença à comprendre que l'amour véritable implique parfois de lâcher prise. Le père, de son côté, retrouva sa voie. Les mois de silence et d'obéissance aveugle avaient été sa façon de gérer la douleur de la perte. Mais maintenant, il réalisait qu'être présent pour sa fille signifiait plus que simplement être physiquement là. Cela signifiait être émotionnellement disponible, prendre des décisions, défendre ce qui était juste. Dans son nouveau travail, il découvrit qu'il avait encore beaucoup à offrir au monde. Ses collègues respectaient son dévouement et sa perspective unique sur l'équilibre entre travail et famille. Petit à petit, il recommença à rêver d'un avenir, non seulement pour sa fille, mais pour lui-même aussi. La fillette, quant à elle, fleurissait de manière que personne n'aurait pu prédire. Elle devint une source de sagesse dans sa classe, aidant d'autres enfants qui traversaient des moments difficiles. Sa professeure remarqua comment elle avait développé une empathie extraordinaire et une capacité à voir la beauté dans les petites choses. Un matin de soleil qui semblait inventé mais était réel, la fillette ouvrit une boîte qu'elle gardait en haut de l'armoire. À l'intérieur, en plus de la poupée et de la lettre, il y avait maintenant des photographies que le père avait récupérées. Un petit ruban de tissu avec une odeur d'eau de Cologne et le brouillon d'un projet de foire scientifique. Elle écrivit, à la main, que son thème serait mémoire et apprentissage, et qu'elle prouverait, avec des expériences simples, que tenir quelque chose d'aimé avant d'étudier peut diminuer l'anxiété et augmenter la concentration. C était la science humble de ce qu'elle avait elle-même vécu. Les préparatifs pour le projet l'amenèrent à interviewer d'autres enfants de l'école. Elle découvrit que beaucoup avaient leur propre objet refuge. Un livre donné par un grand-père, une pierre ramassée lors d'un voyage spécial, une écharpe qui sentait encore sa grand-mère. Ces conversations créèrent un réseau silencieux de compréhension entre les enfants. La belle-mère, observant ces transformations, commença à participer de manière positive. Elle offrit d'aider avec les décorations pour la présentation du projet, et pour la première fois, ses suggestions venaient d'un lieu d'amour, au lieu de contrôle. Elle proposa même d'inviter d'autres familles pour créer une exposition plus grande sur l'importance des objets de mémoire affective. Le millionnaire, fidèle à sa nature discrète, continua à accompagner de loin les progrès de la famille. Il visitait parfois l'école, pour voir les développements du programme Ourlet de Jupe, toujours surpris par la créativité des enfants pour préserver et honorer leurs souvenirs les plus précieux. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le jardin où tout avait commencé, il trouva la fillette assise sur le même banc où elle pleurait des mois auparavant. Cette fois, cependant, elle souriait en écrivant quelque chose dans un carnet. « Qu'est-ce que tu écris » demanda-t-il gentiment. « Une lettre à maman » répondit-elle sans lever les yeux. « Je lui raconte tout ce qui se passe. Je pense qu'elle aimerait savoir que sa poupée m'aide encore à être courageuse. » Il s'assit à côté d'elle, ému par la simplicité et la profondeur de ce geste. « Je suis sûr qu'elle serait très fière de toi. » La fillette leva finalement les yeux, et dans son regard, il y avait une maturité qui n'existait pas avant, mélangée à la joie innocente de l'enfance. Tu sais quoi? Je pense que parfois les gens qu'on aime ne partent jamais vraiment. Ils restent dans les choses qu'ils nous enseignent. Ces mots touchèrent quelque chose de profond dans le cœur du millionnaire. Il réalisa que cette petite fille avait appris, d'une manière qu'aucun adulte ne pourrait enseigner, la véritable nature de l'amour et de la perte. Quand elle présenta le projet, quelques jours plus tard, le salon resta en silence et ensuite se remplit d'applaudissements. Le juge, invité par elle, école pour primer les travaux qui conciliaient le mieux science et humanité, lui remit le certificat avec une phrase brève. « Que ton histoire continue à être tienne. » La fillette sourit,
et ce sourire semblait avoir la hauteur de tous les murs qu'il avait un jour contenus. Le père photographia. Le millionnaire, discrètement, se retira quelques minutes avant la fin, pour que la scène appartienne à qui elle devait appartenir. La belle-mère fut la dernière à sortir, s'approcha du tableau avec la rédaction sur l'objet le plus important et, sans toucher le papier, murmura un « pardon » que seul le couloir entendit. Sur le chemin du retour, sous le ciel qui s'étendait dans un après-midi doux, la fillette serra la poupée et la lettre contre sa poitrine. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un lui rende quoi que ce soit, car tout ce qu'elle avait, maintenant, était reconnu et protégé. Il y aurait encore des jours où la nostalgie mordrait, il y aurait de petites guerres de silence et des gestes impatients, mais, à partir de là, les destins de cette maison s'ajustèrent dans le sens de la vérité simple. Il est possible de grandir sans oublier, d'aimer sans commander, de protéger sans effacer. La transformation ne fut pas instantanée ni parfaite. Il y eut des rechutes, des moments de tension, des conversations difficiles. Mais maintenant, la famille avait les outils et le soutien nécessaires pour naviguer dans ces eaux troubles. La belle-mère continua sa thérapie individuelle, explorant les racines profondes de son besoin de contrôle. Elle découvrit que sa propre mère avait été autoritaire et distante, et qu'elle avait juré de ne jamais répéter ses patterns. Ironiquement, en essayant de les éviter, elle les avait reproduits d'une manière différente. Petit à petit, elle apprit à montrer de l'affection sans condition, à respecter les limites, à demander au lieu d'exiger. La relation avec la fillette commença à se reconstruire sur des bases plus saines. Il y eut même des moments où elles riaient ensemble, où la belle-mère aidait avec les devoirs sans essayer de tout contrôler. Le père, fortifié par sa nouvelle position au travail et par le soutien de son ami, recommença à prendre des décisions importantes pour sa famille. Il établit des routines qui honoraient la mémoire de sa première épouse, tout en permettant à leur foyer de guérir et de croître. Une année après la première audience, la famille retourna au tribunal pour une session de suivi. Cette fois, l'atmosphère était complètement différente. La fillette entra en tenant la main de son père d'un côté et, de manière surprenante, celle de sa belle-mère de l'autre. Le juge, impressionné par la transformation évidente, commenta « Il est rare de voir une résolution si positive dans ces affaires. Vous nous rappelez que parfois, les familles peuvent guérir et grandir ensemble. » La fillette, maintenant plus confiante, demanda la permission de parler. « Je veux dire que j'ai appris quelque chose d'important. Parfois, les gens font des erreurs parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne savent pas comment montrer leur amour. Mais si tout le monde essaie vraiment de changer, de belles choses peuvent arriver. » Ces mots touchèrent tous les présents. La belle-mère ne put retenir ses larmes, mais cette fois, ces étaient des larmes de gratitude et d'espoir. Le millionnaire, qui avait assisté discrètement à la session, se sentit profondément ému. Après la réunion, il s'approcha de la famille. « Je veux vous dire quelque chose, » commença-t-il. « Quand j'ai rencontré votre mère dans ce couloir d'hôpital, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Nous plantons des arbres non pour nous-mêmes, mais pour ceux qui viendront après nous. Aujourd'hui, je vois que ces arbres portent leurs fruits. » Il se tourna vers la fillette. « Tu es devenue exactement ce que ta mère espérait, courageuse, aimante et sage. Mais surtout, tu as appris que la mémoire peut être une source de force, pas de tristesse. » La poupée, dans l'ourlet cousu, ne cachait plus de lettres. Elle cachait, maintenant, le confort de savoir qu'aucun papier ne serait plus nécessaire pour prouver que la mère avait existé et continuait d'exister dans les petits rituels. Quand, la nuit, la fillette éteignit la lumière, elle ne craignit pas l'obscurité. Il y avait la clarté douce de ce qui avait été conquis, pas à pas, sans spectacle, jusqu'au jour où ce qui semblait fragile devint fondement. Et si un jour quelqu'un tentant de trop commander demandait si elle avait encore besoin de la poupée, elle saurait répondre que ce n'est pas le besoin qui la garde près d'elle, c'est le choix. Un choix que personne ne lui prendrait plus. Le programme Ourlet de Jupe continua à grandir, touchant la vie de dizaines d'enfants.
des écoles de villes voisines commencèrent à adopter des politiques similaires, reconnaissant l'importance des objets de mémoire affective dans le développement émotionnel des enfants. La fillette, maintenant une adolescente confiante, devint une ambassadrice informelle du programme, partageant son histoire avec d'autres jeunes qui traversaient des pertes similaires. Sa capacité à transformer la douleur en force inspirait tous ceux qui la rencontraient. Ainsi se termina cette histoire de courage, de rédemption et d'amour véritable. Une histoire qui nous rappelle que parfois, les plus grandes batailles se gagnent, non pas avec des épées, mais avec de la patience, de la compréhension et la ferme croyance que chaque être humain mérite d'être aimé et respecté dans son intégralité. Et vous, chers amis, qu'avez-vous pensé de cette belle histoire de transformation et d'espoir? Cette petite fille courageuse nous enseigne que nos souvenirs les plus précieux ne sont pas des fardeaux, mais des trésors qui nous donnent la force de continuer. Sa poupée, symbole d'amour maternel éternel, nous rappelle que l'amour véritable transcende même les plus grandes difficultés. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Dans les commentaires, racontez-nous, avez-vous un objet spécial qui vous rappelle quelqu'un que vous aimez? Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car parfois, une belle histoire est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver l'espoir. À bientôt pour une nouvelle aventure, pleine d'émotions.